Cette mission d'information sur la prise en compte du développement durable dans la politique commerciale de l'Union européenne, en plus d'être d'une brûlante actualité, a été passionnante et très instructive. Je remercie mon co-rapporteur Patrice Anato, ainsi que notre administrateur Julien Barbeau pour leur engagement, leur travail et la cordialité des échanges que nous avons eus tout au long de ces 6 mois. Je partage l'essentiel des constats relevés dans le rapport dont notre collègue Anato vient de faire une présentation générale. Il existe néanmoins un certain nombre de points sur lesquels je voudrais revenir dans l'analyse et l'interprétation de ce que nous avons discuté, échangé lors de ces 6 mois de travail. Comme d'autres organisations internationales, l'Union européenne a effectivement, à partir de 2006, essentiellement sous la pression de la société civile, présenté dans son discours et dans ses textes le développement durable comme un objectif de sa politique commerciale. Le terme est mentionné dans tous les nouveaux traités. Mais derrière l'affichage, la réalité de cette prise en compte est bien plus contrastée. D'abord parce que le terme même de développement durable ne se comprend ni ne s'utilise de la même manière selon le point de vue duquel selon la manière dont on l'utilise et l'analyse qu'on a de la conception de la durabilité. Dans l'acception retenue par l'UE, c'est une notion relativement restrictive par rapport aux nombreux débats et controverses même qui peuvent exister autour de ce terme. D'une part, l'idée de développement durable qui insiste sur une notion de durabilité faible ou de substitutionnalité est effectivement plus compatible avec les économies scolastiques et le primat qui est donné à la dimension économique permet que ça s'intègre en fait dans le cadre idéologique général qui prévaut dans les politiques menées au niveau international. A contrario, il y a une approche de la durabilité qui insiste sur sa dimension systémique, sur la nécessité, y compris que ce soit subordonné à l'écosystème et à la préservation de la biosphère, qui est développée par un certain nombre de travaux et mise en avant notamment par les organisations non gouvernementales. Et dans lesquelles, effectivement, la contradiction est plus forte entre les activités commerciales d'un certain point de vue et le développement durable. Pour ma part, c'est dans cette perspective que je comprends le concept de développement durable. Cette mission a commencé il y a 6 mois, et 6 mois pendant au cours desquels, au cours des 6 mois qu'elle a duré, la question climatique a été au centre de l'attention médiatique, avec le mois le plus chaud de l'histoire de l'humanité que nous venons vivre, des épisodes de troubles à l'ordre public à une échelle non vue jusqu'à présent en Inde, par exemple, à cause du manque d'eau, et les différents rapports que nous avons eus des organisations internationales sur le début de la 6e extinction des espèces. Des mois de manifestations aussi, d'une prise de conscience collective encore plus aiguë, dans laquelle nous avons eu des marches, des grèves, notamment celles inspirées par les jeunes activistes, dont Greta Thunberg. Et pendant ces 6 mois, nous avons effectivement entendu les alertes des associations et des ONG qui sont unanimes sur les effets dévastateurs sur l'environnement, les droits humains et la santé du type d'accords de libre-échange tels qu'ils sont aujourd'hui mis en œuvre. C'est sur ce point, le présent rapport rend compte effectivement de ces alertes. Et sur ces points, je voulais revenir sur ce qui me semble être en fait le cadre un peu contraint dans lequel nous-mêmes nous avons dû nous inscrire et dans lequel en fait s'inscrivent aussi les propositions que nous avons présentées, car comme nous l'indiquons à la page 38 du rapport, le cadre juridique international et par extension le cadre européen supporte qu'on prenne en compte les exigences de développement durable, mais à la condition que les mesures adoptées par un État soient conformes aux principes du commerce international, lesquels prévalent toujours. Ce cadre général mine donc d'avance toute tentative de protéger les intérêts sociaux et
environnementaux au motif qu'une telle protection pourrait constituer une restriction déguisée au commerce international, comme ce fut le cas par exemple de l'Union européenne dans l'affaire dite du bœuf aux hormones, pour laquelle elle a été condamnée par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Pour ce qui est de l'évaluation, ça a été également présenté par notre collègue, montre ce que nous avons étudié et analysé montre que si en théorie la question de l'évaluation de ces accords commerciaux est présentée comme cruciale, l'étude d'impact sur le développement durable de l'accord UE-Mercosur était toujours en cours, alors même que au moment où nous rencontrions les officiels, les ONG à Brasilia, il y avait des rumeurs de plus en plus insistantes sur la conclusion des négociations qui ont été confirmées les 28 et 29 juin dernier. Donc on voit qu'il y a un décalage entre la prise en compte théorique qui est dans les textes et qui se met en place avec beaucoup d'hétérogénéité selon les accords, mais formellement se met en place, et la réalité de l'impact de tout cela sur les négociations en cours. Et à Brasilia, nous avons pu mesurer à quel point il était difficile, une fois l'accord, il sera difficile, une fois l'accord commercial avec le Mercosur en vigueur, d'en mesurer les effets environnementaux, dans un pays où notamment la question de la forêt amazonienne est particulièrement sensible et est déjà l'objet d'un certain nombre de tensions et d'oppositions au sein même du pays entre notamment les collectifs, les ONG de défense de l'environnement et le gouvernement actuel et une partie de l'agro-business. Et c'est effectivement un autre point sur lequel nous revenons dans le rapport, le fait que le principe de précaution est aujourd'hui une approche qui n'est pas partagée par tous nos interlocuteurs. Et dans le cas du Brésil, ça a été un des points sur lesquels nous avons beaucoup échangé avec les différents responsables brésiliens pour qui cette conception allait en fait à l'encontre de leurs intérêts économiques d'exportation. Et au final, comme nous l'avons noté dans le rapport, les alertes ne manquent pas et malheureusement, ces alertes ne sont pas prises en compte. C'est l'exemple des conclusions de la commission dite Schubert sur le CETA, qui avait été pourtant commandée par le Premier ministre lui-même et dont il était indiqué un certain nombre de problèmes substantiels qui n'ont pas, malheureusement pas suffi à ce que les négociations, et l'accord sur le CETA soit remis en cause, puisqu'il est présenté aujourd'hui à ratification devant le Parlement français. Dans le cas de l'accord du Mercosur, nous avons dans nos auditions entendu les représentants et représentants de la société civile détailler les conséquences qu'aurait l'augmentation des exportations agricoles brésiliennes, comme cela a été dit par notre collègue, et un certain nombre de risques d'accélération de la déforestation de l'Amazonie, la mise en danger des peuples autochtones que l'accord UE-Mercosur induit. Et donc, que ce soit dans ce rapport ou ceux qui existent et qui sont nombreux des ONG sur aussi bien le CETA ou l'accord UE-Vietnam qui a été aussi dont la signature a été annoncée il y a quelques semaines, ou dans le cas du Mercosur, on le sait, ces accords posent un certain nombre de problèmes, mais malgré tout, ils sont conclus, ils sont négociés, et ils sont conclus dans un cadre qui formellement est censé tenir compte du développement durable, mais dans la réalité, dans la pratique, en fait un élément de communication, mais pas un élément de politique, y compris nos échanges avec la direction générale sur ce point montraient que dans le cadrage et dans la conception des accords, des accords et des négociateurs, il y avait vraiment un manque
la nécessité de changer en fait le logiciel avec lequel se comprenaient et se faisaient ces négociations. Ce que révèle en fait pour moi cette mission, c'est que malgré l'actualité du sujet, c'est que nous sommes en fait déjà en retard. C'est que ce rapport, d'une certaine manière, est déjà dépassé. Mon engagement personnel dans la politique s'est fait dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, à travers les mobilisations altermondialistes comme à Seattle ou sur le continent européen, à Gênes, etc., où déjà l'alliance d'altermondialistes et d'écologistes exprimait justement ces critiques et mettait en avant la nécessité de changer de modèle. Et c'était il y a 20 ans, et d'une certaine manière, les propositions que nous faisons aujourd'hui et que nous mettons en avant aujourd'hui faisaient déjà partie de ce qui était mis en avant par la société civile. Et à l'heure où, rapport après rapport, nous savons que nous n'avons plus que 12 ans pour diminuer drastiquement l'extraction d'énergie fossile et pour adapter nos sociétés au changement climatique, d'une certaine manière, même les améliorations envisagées dans le cadre contraint aujourd'hui de l'OMC et des règles du libre-échange sont insuffisantes. Et ceci pour une raison centrale qu'a aussi rappelé notre collègue Anato, c'est le fait que les échanges internationaux sont précisément une des premières causes des émissions à effet de serre et la cause et à leur tour principalement cause du changement climatique. C'est aussi détaillé dans le rapport. Et donc oui, il y a une certaine contradiction dans ce que nous avons pu relever et ce dont rencontre notre rapport. Il y a une contradiction tout court et dans les conclusions que nous en tirons, la divergence que je pourrais peut-être relever, c'est que de mon point de vue, la conclusion logique, réaliste et raisonnable à tirer de cette mission, c'est qu'il est urgent de repenser notre système de production et d'échange si nous voulons véritablement prendre en compte les exigences du développement durable, et elles sont nombreuses et elles sont contraignantes pour le coup, mais elles ne sont pas prises suffisamment au sérieux. Cela a été dit également, on ne peut pas continuer ce déménagement permanent du monde sans but ni raison écologiquement valable, ni écologiquement et socialement d'ailleurs valable. Et je crois que nous devons entièrement repenser, planifier notre économie, l'agriculture, les échanges, parce que nous avons besoin d'échanges, y compris commerciaux, avec différents pays. Mais le mode de production, les modes de transport et voilà, toute la structure du commerce international va, je crois, à l'encontre du principe même directeur qui devrait être directeur de toutes nos politiques, celui que nous avons pour ce qui est de la France insoumise présenté autour de l'impératif de la règle verte et en vertu duquel nous ne prélevons pas davantage sur la nature que ce qu'elle peut reconstituer, ni ne produisons plus que ce qu'elle peut supporter sur une année. Donc voilà une règle qui devrait être l'objectif et le critère d'évaluation de l'ensemble des politiques publiques de l'Union européenne, et d'une certaine manière, c'est la proposition, je vais dire ultime, mais je crois que c'est un débat qui va continuer dans les prochaines semaines, y compris au sein du Parlement, mais s'il devait y avoir une proposition qui me semble mettre au cœur au cœur du commerce international, l'enjeu et la prise en compte du développement durable, c'est précisément cet objectif-là de la règle verte. Et je voudrais terminer en citant les propos d'une élue démocrate états-unienne qui m'inspire énormément, qui a déposé un projet de loi global de transition écologique appelé le Green New Deal, qui tente d'allier justement ces exigences sociales et environnementales. Donc, il s'agit d'Alexandria Ocasio-Cortez qui indiquait « Nous serons tout ce que nous aurons le courage d'imaginer ». D'une certaine manière, nous restons, l'Union européenne et la majorité des États aujourd'hui restent enfermés dans un carcan
un dogme du tout marché qui nous empêche précisément d'avoir le courage d'imaginer cet autre monde qui est plus que jamais urgent. Et donc c'est avec cet appel au courage que je conclus cette intervention en remerciant encore une fois, y compris Madame la Présidente et la Commission des Affaires européennes, de nous avoir permis de faire ce travail qui a été, comme je l'ai dit, vraiment très instructif de mon point de vue et très riche des échanges et des rencontres que nous avons pu faire.